Voilà, il est 11h00, on est parti. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour ce second numéro donc, de notre sommet digital des pédagogies innovantes, avec aujourd'hui un beau sujet à aborder, la formation interne, des métiers à réinventer, hein, quelque part sous forme de questions. Et pendant 60 minutes, on va appréhender les enjeux, les évolutions de la formation de demain et surtout les compétences dont les formateurs internes auront besoin. Et vous allez voir, quand on dit formateur interne, on parle de tous les métiers de la formation interne. Vous avez été très, très nombreux à vous inscrire. Vous êtes déjà plus de 80 connectés là maintenant sur Zoom. Et donc, on va passer, je pense, un très, très beau moment ensemble. Alors, pour ceux qui connaissent déjà Zoom, eh bien, je vois que vous êtes déjà dans le chat et vous nous dites bonjour. Je vois Ludivine, Antonia, Isabelle qui nous dit bonjour. Isabelle, je te salue parce que je vois que tu nous suis régulièrement et c'est vraiment super chouette d'avoir tes interactions. Alex est là aussi. Voilà, Brigitte, bonjour, super. Donc, on a effectivement plein, plein de gens qui sont dans le chat. Pour ceux qui souhaiteraient rejoindre, donc vous avez une barre noire dans laquelle il y a un petit onglet, il y a un petit dans le menu converser, et donc ça vous permet de vous adresser à l'ensemble des participants ou aux conférenciers. Et donc pour ça, à l'endroit où vous saisissez votre message, il y a un petit menu bleu qui vous permet soit de vous adresser aux conférenciers, si vous souhaitez avoir une réponse à une question un peu plus technique ou un support. Et donc on est plusieurs, on est 5 dans le chat pour répondre à vos questions. Ou bien vous souhaitez vous adresser à toutes les personnes qui sont ici réunies. Donc, on est 95, 95 maintenant présents. Et du coup, ça vous permet de partager peut-être des questions, mais aussi d'apporter vos réflexions, vos contributions, vos partages par rapport à tout ce qu'on va partager. C'est vraiment l'esprit ici. Et je vois que Claude nous dit bonjour de Durbouy et c'est vrai que c'est rigolo de savoir peut-être où vous êtes, dans quelle région vous vous trouvez pour commencer à partager tous ensemble. Donc super, on est bien parti dans le chat, il y a déjà une belle communauté. Voilà, les Maldives, Paris, Bruxelles, ben déjà rien qu'avec ces trois éléments, je crois qu'on est Le Mans, Paris, super. Donc chouette, Liège vous salue, j'arrête de lire, super. Donc le monde entier, en tout cas, une bonne partie de la francophonie est là et on a dépassé la barre des 100 participants. C'est super, on est même à 110. Alors, aujourd'hui, on va partager ensemble sur quelques éléments. Donc, je vous partage le programme ici. On va se poser d'abord la question, on va dire, bah, tiens, la formation interne, c'est quoi les métiers de la formation interne, hein, de quoi on parle? On va se poser la question de ce qui va changer après cet épisode Covid et aussi, intéressant, ce qui ne va pas changer. On va se poser la question des ingrédients de la formation, qu'elle soit à distance, en présentiel, en blended. C'est quoi les mélanges, le mélange idéal, vers quoi on va? Qu'est-ce que cet épisode Covid de nouveau nous aura peut-être apporté, appris ou obligé à changer? Euh, on va aborder trois clés de succès pour la digitalisation, la formation à distance. On va ensuite se poser la question, bah, tiens, en tant que professionnel de la formation en interne dans les organisations, quelles sont les compétences qui doivent être développées. Et puis, on va se projeter pour après et on va enfin conclure. Il sera environ midi 10, midi quart et on vous brossera rapidement le programme de nos deux conférences suivantes dans notre sommet demain et après-demain. Alors, pour animer ceci, ben, je ne serai pas seul. J'ai la chance d'être accompagné par André Courtin, Senior Leader Learning and Development Academy Europe. Bonjour André, et je serai accompagné également de Laure Martin, responsable du développement Bonjour à chez tous. No. Bonjour à Voilà, tous. bonjour, bonjour. Et donc, ça fait plaisir, en fait, pour certains, vous reconnaîtrez des têtes connues. André était déjà là lors du premier sommet et on avait abordé la question de ce qui change dans le monde de la formation. Et on s'était rendu compte que dans ce qui changeait là, il y avait un volet important qui était vraiment la formation interne dans les organisations. Et voilà, ce webinaire avait connu un beau succès. On a eu beaucoup de retours sur la valeur de ce que tu nous avais apporté, André, et beaucoup de personnes avaient envie d'aller plus loin. Donc, on est très, très heureux de te retrouver pour continuer à échanger sur ce sujet avec toi. Je te laisserai l'occasion de te présenter. Ce qu'on peut juste dire, c'est qu'effectivement,
à l'Académie Accor Europe que tu vas nous présenter juste après. Vous relevez depuis de nombreuses années des grands défis, parce que c'est une organisation à la base en France, mais complètement à l'international, qui s'adresse à des publics très hétérogènes, des publics très nombreux, dans différentes langues, sur effectivement un monde hôtellerie, restauration qui est très, très particulier, qui a ses enjeux spécifiques. Tu vas nous les partager. Et donc, du coup, et aussi, évidemment, on le sait tous, avec la crise du Covid, c'est un secteur qui a été extrêmement bousculé et donc du coup où il y a des grands challenges à relever actuellement, qui ont été relevés dans les semaines précédentes et qui continuent à être relevés. Et tu es, Covid ou pas, toujours en permanence justement quelqu'un qui cherche à évoluer, à changer, à s'adapter, à créer du nouveau et tu vas nous partager tout ça. On sera également accompagné de Laure, responsable développement de No. Laure, très heureux de te retrouver chaque jour cette semaine pour notre sommet. Euh, Laure, est-ce que tu peux nous présenter rapidement pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, donc on a dépassé la barre des 120 dans le chat, qui est No.be? Bienvenue à tous. Effectivement, il y a chaque jour des personnes qui nous rejoignent et qui ne nous connaissent pas forcément. Alors, j'en profite pour dire aussi pardon à ceux qui nous connaissent déjà parce qu'on se représente un petit peu tous les jours. Nobi, nous sommes un organisme de formation et agence digitale franco-belge qui a pointé le bout de son nez au départ en 1991 en proposant des techniques théâtrales et le théâtre d'entreprise comme activité pédagogique de formation et qui en 98 a pris un grand virage digital avec l'avènement des technologies numériques TIC de formation et d'apprentissage. Voilà, Nobi, c'est une équipe de 50 collaborateurs dont le profil va aussi nous intéresser fortement en interne aujourd'hui pour aborder les questions du jour parce que c'est une équipe forcément composée de formateurs, de concepteurs, de pédagogues, d'animateurs et puis aussi donc de comédiens, de concepteurs. Voilà, si je devais présenter Nobi, comme je le dis tous les jours, il y a deux caractéristiques fortes pour nous représenter en termes d'expertise. C'est le blended learning, c'est-à-dire la conception, la création de parcours le plus riche possible en matière de modalités d'apprentissage variées pour répondre à un grand enjeu qui est de correspondre véritablement aux besoins des apprenants, à des adultes apprenants avec voilà, une forte base de nos techniques qui reposent sur les sciences cognitives et les neurosciences. On ne peut pas créer de dispositif efficace si on ne tient pas compte de notre nature et de notre appétence pour la formation et voilà, de respecter un petit peu les rythmes d'un adulte apprenant. Donc le blended learning pour vraiment tant en présentiel qu'en digital, composer les parcours qui correspondent le mieux à vos thématiques, à vos besoins et aux modalités utiles. Et puis avec un fort accent sur la ludopédagogie. Voilà, notre patte, c'est vraiment de proposer, tant en présentiel que digital, encore une fois, des activités, des jeux cadres pour vraiment essayer de faire émerger le maximum de ressorts positifs à l'apprentissage que sont, on le sait tous, la participation active, les émotions, la rétention d'informations, la mémorisation. Comment stimuler tout ça pour qu'au sein des dispositifs, en fait, l'apprenant et les directions de formation qui mettent en place des projets soient le plus satisfaites en termes de ROI, de composition de parcours de formation. Voilà, tout ça depuis 1998 avec voilà, des chouettes projets menés avec vous. Super, merci Laure. André, j'aurais aimé t'entendre sur l'académie Accor, ses missions, ce que vous y faites et plus particulièrement évidemment ce que toi tu y fais et ce que tu portes comme projet au sein de cette belle organisation. Alors, comme vous le savez, bonjour à tous d'abord. Et le groupe Accor, donc ça représente plus de 40 marques d'hôtels à travers le monde. Sur à peu près 110 pays, il y a plus de 5000 hôtels. Et sur le périmètre Europe, nous avons 3000 hôtels. Et donc, ça va comme des marques comme Hôtel F1, Ibis, Novotel, Mercure, Pullman, Sofitel, etc. Et donc, nous avons pour mission, l'Académie Accor Europe, justement d'accompagner les hôtels dans le développement des compétences des collaborateurs, donc dans plusieurs domaines qui sont d'abord et avant toute chose la relation client. Ensuite, pour les leaders, tout ce qui tourne autour du management, de la communication, du développement personnel, et puis toutes les compétences dites techniques des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Et donc, nous concevons des formations, nous déployons des programmes de formation
pour accompagner les hôtels, mais aussi les sièges, les personnes qui travaillent sur les sièges. Et donc, moi, je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est learning et development en termes de projets sur la conception des projets de formation, notamment liés au leadership, et puis de former les formateurs qui vont justement déployer ces formations après. Et donc, ça nous amène justement en transition sur le lien des formateurs internes, puisque dans notre académie, nous avons des formateurs internes, nous verrons ça après, et nous avons des formateurs externes, hein, nous employons les deux. Voilà pour présenter succinctement l'Académie Accor et ce que j'y fais. Et j'avais juste envie de dire un petit mot là-dessus, parce que chaque organisation est vraiment différente, elle a sa culture propre, elle a son ADN, sa couleur. Et si je devais comme ça de l'extérieur donner la couleur, hein, de l'académie, je trouve que c'est une organisation qui va effectivement gérer énormément voilà, qui va s'adresser à des très larges publics, à une grande organisation, mais avec une dimension très humaine, très de proximité. Et on sent à l'académie des personnes, effectivement, dans l'hôtellerie, il y a cette notion de service, hein, d'être en lien avec le client, et c'est vraiment une patte que vous défendez chez Accor. Et je trouve qu'elle se sent à l'intérieur de l'académie aussi, cette qualité de relation. Voilà, je me souviens juste quand la première fois que je suis venu chez vous, la première chose que tu as fait avec nous, c'est nous faire visiter les lieux. Il y avait quelque chose de très accueillant, hein, c'était un peu comme à la maison. Et ça, c'est peut-être la patte spécifique de chez Accor et qui correspond sans doute à l'ADN de qui vous êtes individuellement. Aussi. Oui, oui. L'hôtellerie fait partie de nos gènes. Moi-même, j'y ai passé 22 ans dans les opérations et c'est vrai qu'on a à cœur, on a une très forte dimension du service. Pour ceux qui aiment l'analyse transactionnelle, on est beaucoup dans le fait plaisir. Et donc, pour nous, c'est aussi bien vrai dans la formation que dans la relation client, que dans l'organisation. Et donc, oui, c'est vrai que c'est notre patte et il y a beaucoup d'affectifs. Hein, il y a beaucoup d'affectifs dans ce groupe, c'est vrai. Ouais. Et du coup, le côté affectif, on va le retrouver aussi dans quelque chose qu'on a en commun dans notre ADN, c'est la ludopédagogie, hein. Donc, c'est quelque chose que toi, à titre personnel, tu portes. C'est par ce biais-là qu'on s'est rencontrés. Et donc, du coup, il y a cette dimension, on va échanger, on va au-delà du jeu. Dans le jeu, il y a cette dimension de plaisir, de lien, de relation. Et vraiment, vous le vivez. Et chaque organisation est très différente. C'est vraiment quelque chose qui vous est propre. Merci. Et donc, tu parlais effectivement des différents métiers, André. Donc, on va du coup rentrer dans une nouvelle phase. Vous savez que pour ceux qui nous suivent déjà, que ce webinaire va être assez interactif. Pour ceux qui découvrent avec nous, je vais rapidement vous expliquer le mode d'emploi. On va utiliser un outil qui s'appelle Bicast et qui nous permet d'interagir entre nous, de faire remonter vos avis. On va travailler sur l'intelligence collective. Pour ça, je prends mon téléphone et j'ouvre mon appareil photo et je fais pointer mon appareil photo vers le QR code qui est à l'écran et j'ai un petit code barre ici qui me dit « Ouvrir Nobi » dans mon navigateur et j'arrive sur mon téléphone sur la page que je vois à l'écran. Vous pouvez également le faire sur votre PC en ouvrant une nouvelle fenêtre dans votre navigateur, par exemple Chrome, Firefox ou autre, et tapez l'adresse suivante no.be/sdpi comme sommet digital des pédagogies innovantes. Donc no.be/sdpi dans votre barre de navigateur. Et vous pouvez faire la même chose sur votre téléphone aussi si éventuellement le QR code ne fonctionnait pas. Ça fonctionne en gros pour les appareils qui ont moins de 2-3 ans. Pour les plus anciens, vous devez taper le code barre, pardon, vous devez taper l'URL ici, no.be/sdpi. Et en bas de l'écran, il y a un petit icône sur votre PC ou votre téléphone qui s'appelle Présentation et je tombe vraiment sur exactement la même page que ce que je vois sur mon écran ici. On est parti pour une première question interactive qui est justement pour faire connaissance. Quelles sont vos principales missions aujourd'hui, vos rôles, vos métiers? Et donc, c'est une question à choix multiple. Vous pouvez évidemment voter pour plusieurs éléments. Et voilà, et on va comme ça voir un peu parmi nous, on est 150 maintenant dans le webinaire, voir un peu comment se répartissent nos missions, nos rôles, nos métiers. Je vous laisse répondre. Et donc, une fois que vous avez coché sur les différentes cases, vous pouvez appuyer sur les boutons « Valider ». Et donc, c'est intéressant parce qu'on voit déjà qu'il y a des choses qui ressortent fort. Donc, en gros, hein, il y a 75% à peu près d'entre nous qui sommes dans la conception de formation et 70% environ dans animer des formations. Donc, beaucoup de concepteurs,
et d'animateurs. On a aussi une bonne moitié d'entre vous qui êtes dans, alors 45%, dans digitaliser des formations, designer des parcours, intéressant aussi. Il y a un tiers d'entre vous qui est amené à animer des communautés d'apprenants et on a un quart d'entre nous qui avons comme mission d'animer aussi des communautés de formateurs, hein, ce dont parlait André tout à l'heure. Et on a 20% d'entre nous qui dirigent des services de formation et certains d'entre vous, donc à peu près 30%, définissent des stratégies learning, 40% créent des plans de formation et 22% d'entre vous sont des acheteurs aussi de formation. André nous disait tout à l'heure, hein, que dans les formations internes chez Accor, il y a des formations qui sont créées en interne, d'autres qui sont achetées à l'extérieur, voilà, mais toujours dans cette idée effectivement de cohérence. C'est aussi un défi, hein, d'intégrer ces deux dimensions. Donc super, on fait connaissance ensemble ici. André, donc dans ces différentes missions, quelque chose qui te frappe Ce qui m'impressionne le plus dans les réponses, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont dans la conception que je ne le pensais. Et donc, je trouve que c'est… Alors, est-ce que c'était déjà le cas avant Covid ou c'est venu durant Covid? Parce que nous, notre expérience, c'est que durant le confinement, en réalité, on s'est mis plus à concevoir de par le confinement. Donc, du coup, on a plus développé cette compétence, hein. Avant, on la sous-traitait un peu plus. Et donc, ce serait intéressant de creuser un peu plus, parce qu'à 70% de conception de formation, c'est super. Ça veut dire qu'il y a Ouais, un vrai potentiel. ouais, super. Et donc, du coup, effectivement, quand on voit tout ça, donc n'hésitez pas effectivement à partager, hein, le fruit de vos expériences, vos retours d'expérience dans les différents sujets qu'on va aborder, parce qu'on se rend compte effectivement qu'il y a une grande richesse, hein, de compétences, de métiers différents. En revenant au groupe Accor, André, tu nous disais qu'effectivement, il y avait plusieurs types, hein, de populations de formateurs et plusieurs niveaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne chez vous, cette organisation de la formation Oui. interne? Alors, dans la formation interne, dans notre culture, hein, il y a toujours eu des formateurs internes occasionnels qui viennent soit des hôtels, soit des différents départements des sièges. Par exemple, au siège, il y a un service juridique. Et bien, au sein du service juridique, les experts juridiques, dans la réglementation hôtelière, par exemple, vont donner des formations dans leur domaine d'expertise. Et pour ceci, il faut qu'ils apprennent à former. Et donc, nous avons créé un parcours de formation pour les formateurs internes qui s'appelle Trainer Development Track et qui donc va toucher à 3 niveaux. Le premier niveau étant Trainer Dimension. C'est pour les personnes qui vont uniquement faciliter ou animer des contenus de formation que nous avons conçus ou que nous concevons ou co-concevons avec les experts. Et puis après, il y a le niveau Trainer Pro. Alors, Trainer Pro, ce sont notamment pour les responsables de formation des hôtels ou de différents départements du siège qui commencent à concevoir des formations à partir des besoins immédiats, spontanés, identifiés sur un hôtel. Par exemple, je m'aperçois que les femmes de chambre ont besoin d'une formation sur tel ou tel aspect de l'hygiène en hébergement. Pof, je peux concevoir une formation directement. Et puis, les traîneurs experts, ce sont ceux qui, dans les postes où nous sommes actuellement, dirigent des projets de formation, développent des projets de formation, sont beaucoup plus justement dans tout ce qui touche au leadership et qui arrivent à concevoir et en même temps animer des communautés de formateurs qui vont demain déployer ces programmes de formation. Donc, ces formateurs qui sont occasionnels font à peu près entre 10 et 20 jours par an de formation, hein, qu'ils dédient à l'académie. Et puis, nous avons les formateurs dits permanents, c'est-à-dire que c'est leur boulot à plein temps. Et eux, ils forment en permanence, hein, dans différents domaines. Ça peut être dans la relation client, dans le management, dans la gestion. Et ils sont attachés à l'Académie Accor, ils travaillent au sein de l'Académie Accor. Et donc, ils consacrent, on va dire, entre 70 et 80% de leur temps à faire que de l'animation. Et donc, ils voyagent au sein de la France, de l'Europe, pour donner ces formations. Et puis, le troisième public qui n'apparaît pas sur la slide, c'est les formateurs externes, qui eux aussi sont recrutés quand il y a des besoins temporaires. Et donc, ça a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Et aujourd'hui, on a un équilibre à peu près de 30%, 40% de formateurs internes et entre 50 et 60% de formateurs externes.
Voilà. Ce serait intéressant éventuellement dans le chat pour les personnes qui travaillent dans des organisations, peut-être avec des structures un peu différentes, nous dire bah, tiens, par rapport à ce que nous a présenté André, chez vous, bah, comment ça se passe en termes de répartition, en termes de niveau, etc., d'accompagnement, effectivement, entre l'interne et l'externe. Il y a souvent des mouvements dans les organisations où on va vers plutôt de l'internalisation et puis ça bascule vers l'externalisation. Et de l'extérieur, depuis 20 ans, on se dit qu'il n'y a peut-être pas la bonne recette. Il y a des expériences à faire et des choses des deux côtés. Chez vous, c'est vraiment, c'est en fonction plutôt des thématiques, ce que j'entends, ou ça va être plutôt internalisé, externalisé. Ça va être peut-être ça le critère. Alors là, récemment, c'est quand même les critères, on va dire, économiques qui peuvent influencer. Hein. C'est-à-dire qu'en période de crise, malheureusement pour les formateurs externes, eh bien, ils sont moins sollicités. Alors que en période, on va dire, un peu plus faste, du coup, on peut se permettre de prendre plus d'externes parce qu'on sait que derrière, il y a du chiffre d'affaires qui vient. Et donc, nous, l'Académie Accor, au sein du groupe Accor, on est une business unit. C'est-à-dire qu'on est notre propre entreprise. Donc, on réagit d'ailleurs comme nos hôtels. On gère un compte d'exploitation et on doit rendre des comptes. Et donc, on est bien sûr très attentif à, tout en maintenant la qualité, en développant des nouvelles formations, en répondant au plus près des besoins de nos clients, on est très attentif, bien sûr, à bien gérer entre les charges variables et les charges fixes, à bien gérer justement les ressources que l'on a. C'est vrai que c'est aussi une spécificité intéressante d'être effectivement d'avoir un compte d'exploitation. Ça a un impact aussi effectivement Oui. sur la manière d'opérer. Ouais, tout à fait. Pour donner un peu un chiffre symbolique, la partie académie sur la France il y a 20 ans avait 43 formateurs permanents et donc aujourd'hui on est à 3. Hein, donc ça donne une idée de comment en 20 ans le business model a fait évoluer cette partie-là. Pour autant, les métiers se sont adaptés, ont changé et donc on parlera plus tard de la digitalisation. Et donc nous, c'est quelque chose qu'on a entamé il y a plus de 6 ans. Pour rentrer à fond dans le blended learning. Et donc, évidemment, il y a des compétences d'avant qui ont disparu et des compétences nouvelles qui sont arrivées. Super. Merci, André. Alors, on va se poser la question maintenant de savoir ce qui a changé, effectivement, avec le Covid. Donc, André nous a déjà donné quelques pistes, mais on va partager. Donc, je vous invite à revenir sur votre téléphone ou sur votre PC, donc no.be/sdpi ou le QR code qui se trouve ici. En fait, si vous réouvrez sur votre navigateur, téléphone ou PC, la page, vous êtes de nouveau au bon endroit et ça se refait tout seul. On va se poser la question maintenant de savoir qu'est-ce que le confinement va changer concrètement pour les formateurs internes des grandes organisations. On va faire un peu de prospective, on va prendre notre boule de cristal parce que sans doute aucun de nous n'a de réponse toute faite, mais on a peut-être des opinions, des idées, des impressions en fonction de nos expériences. Et en fait, les propositions qui sont là sont les propositions des participants qui ont participé à notre précédente conférence avec André, donc il y a quelques semaines, où on était sur ce qui avait changé dans le monde de la formation. Et il y avait une colonne spécifique sur ce qui avait changé dans le monde de la formation au sein des formations internes. Et donc, vous pouvez ici répartir un certain nombre de points, 7 points, entre ces différentes affirmations. On a repris dans ce que vous aviez produit lors de la dernière conférence, les éléments un peu classés par ordre quelque part par famille. Et alors, donc sans trop dévoiler, comme ça, on n'influence pas ceux qui votent, mais on voit déjà qu'il y a des choses qui se dégagent. Donc voilà, et ici, comme c'est de la priorisation, on voit en haut les éléments pour lesquels vous avez le plus voté. Et donc, je vais commencer à les partager. Donc, le top 3, donc c'est ce qui va pour 20% d'entre vous. Donc, vous avez donné 58 points, 60 points, plus de digital, que ce soit en blended ou full digital, dans les formations. Donc, numéro 1, plus de digital. Vous avez donné 58 points sur être plus agile pour penser les formations autrement. Et ça se bataille pour la troisième place entre s'ouvrir à des nouveaux outils interactifs et digitaux et augmentation des compétences digitales. André, est-ce que ça te surprend, ce résultat? Ah, ton micro est coupé, pas de souci.
Oui, oui. Voilà. Oui. Je trouve que pour l'instant, c'est assez équilibré. Je ne vois pas de grosses tendances plus prégnantes qu'une autre, Hmm. comme ça, a priori. Alors, justement, sur le point plus d'internalisation et moins d'externalisation, il y a très peu. Mhm. Et donc, développer les compétences des formateurs internes, alors oui, ça, c'est une vraie nécessité du moment, en tout cas. J'analyse en même temps, hein, à chaud, comme Ouais. ça. Et donc, alors plus de digital. Et c'est écrit entre parenthèses blended ou full. Ce qui est Hmm. sûr, c'est que plus de blended, oui. On reparlera après justement de la répartition présentielle et digitale. Ça reste encore une inconnue à ce jour, de mon point de vue, Hmm. hein. Après, voilà, on peut débattre de ça. Alors, s'ouvrir à de nouveaux outils interactifs et digitaux, c'est quand même à 14%. Et puis, pour moi, ça va de pair avec être plus agile. Je pense que ces deux tendances-là, elles sont à travailler, vraiment, elles sont à développer. Être plus agile pour penser les formations autrement, oui. S'adapter encore et toujours aux besoins de nos clients, ça c'est sûr et certain. Ouais. Voilà ce que je peux en dire comme ça à chaud, hein. Oui. Alors, c'est vrai que c'est intéressant parce que le point 2, être plus agile pour penser les formations autrement. Je pense qu'avec le Covid, hein, on sait tous que ça a été assez brutal, hein, qu'on a tous plongé dans la piscine et que sans doute aucune organisation n'était totalement prête effectivement à vivre du 100% distanciel pour 100% de sa population. Et donc, beaucoup d'organisations ont réagi. Et de votre côté, cette petite parenthèse, comment est-ce que vous avez pu rebondir comme ça rapidement, de manière justement agile pour Oui, mettre en place des choses? en fait, on peut dire qu'on s'est réveillé à la mi-mars avec un peu, j'allais dire, la gueule de bois de se rendre compte que on n'avait peut-être pas suffisamment développé le digital, en tout cas. Et puis, très vite, on a fait de la résilience rapide, puisqu'on Hmm. s'est dit, bon, il faut vite proposer des formations beaucoup plus digitales. Et donc, on s'est mis à l'interne, entre nous, à certains développer du Hmm. e-learning, et pour ma part, avec d'autres, développer des classes virtuelles, et Hmm. parce que c'est ce qui répondait, entre autres, notamment aux besoins. Et on a digitalisé des formations qui étaient présentielles. Donc, Hmm. entre autres, grâce à notre coopération avec Naomi. Et on s'est rendu compte aussi, alors on avait la chance en France d'avoir le fameux dispositif FNE, hein, le Fonds de formation pour l'emploi, qui du coup pouvait générer et génère du chiffre d'affaires. Et donc, il fallait tout de suite créer des formations à distance à partir des existantes pour pouvoir Hmm. répondre à ce besoin. Et en moins de 5 semaines, on a développé un nouveau catalogue digital avec nos petites mains. Ça peut paraître Hmm. bizarre de parler comme ça alors qu'on est un grand groupe, mais on aime à Hmm. dire qu'on fonctionne un peu comme une start-up et qu'on est pour le coup devenu tout de suite agile. Et Hmm. tout ça en le faisant à distance, hein, puisqu'on travaillait ensemble à Hmm. distance. Et Ouais. donc, on a su répondre tout de suite en 5 semaines aux nouveaux besoins, proposer même des formations gratuites auprès des hôteliers pour les accompagner dans les ouvertures d'hôtels, dans les Hmm. réouvertures d'hôtels. Hmm. Et donc tout ça a fait qu'on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup plus de potentiel d'adaptation qu'on ne le pensait. Et donc Hmm. l'aventure continue, hein, ça ne s'arrête pas. Non, c'est ça. Et donc, ça répond effectivement à être plus agile, hein. Vous avez tout de suite, vous avez réagi. Ça répond aussi au dernier point en bas, plus d'internalisation, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez développé vos Oui. compétences très rapidement, hein. Donc, développer les compétences des formateurs internes, des concepteurs. Vous avez fait du digital, vous êtes rentré dans les outils, vous avez fait toute la chaîne quelque part très Oui. vite et vraiment entre vous. Je trouve ça assez Oui. inspirant et effectivement, ça montre cette capacité d'adaptation et de résilience des organisations. Il y a Catherine dans le chat qui nous dit malheureusement plus de digital, trop de digital, où est l'humain? Alors on va répondre à Catherine tout à l'heure, on va effectivement parler des clés, hein, effectivement pour digitaliser des formations. On peut juste témoigner effectivement que le digital, ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est surtout du digital synchrone, hein, dans lequel on avait des contacts entre humains, mais à distance. Et donc ça change de modalité. On n'est pas dans une salle de formation avec des papers, des tables en îlot, etc. On est chacun derrière son écran, qui est un média plus froid, mais on a quand même de l'interaction entre humains. Et la question qu'on s'est tous posée, c'est comment on va pouvoir recréer justement cette dimension du lien, de la relation, de l'humain,
de l'esprit de communauté, de partage avec des outils digitaux. Et il y a plein d'expériences intéressantes qui ont eu lieu. On va y revenir tout à l'heure. Et donc, il y a plusieurs interventions ici. Donc, Isabelle nous dit, si le distanciel est fortement plébiscité, beaucoup d'entreprises ont encore du mal à sauter le pas. Équipement des collaborateurs et culture digitale globale, très disparate en fonction des entreprises, hein, c'est vrai. Et Sylvie nous dit, le digital, c'est bien, mais n'oublions pas le présentiel, car vous êtes, de par votre profession, en contact réel avec une clientèle, hein. Et donc, ça, c'est vrai que c'est intéressant, André. Une petite réaction par rapport à ça, la place du Oui, présentiel dans pour les nous, formations. il est hors de question de dire qu'on élimine le présentiel, bien au contraire. Et dans les croyances, on va dire, de nos commanditaires et de ceux qui achètent la formation au sein du groupe Accor, le présentiel est quand même culminant dans les choix. Après, il y a un paradoxe à gérer aujourd'hui entre la situation économique très difficile, très tendue, et le besoin en formation. Et donc, c'est sûr que si le digital apporte des réponses, en aucun cas il ne peut remplacer le présentiel, mais il peut apporter des réponses et on peut garder le côté très humain dans le digital, notamment, comme tu disais Xavier, dans le côté synchrone, au moment même où on fait les classes virtuelles. Et donc nous, par exemple, on a fait le choix de faire des classes virtuelles limitées à 10 participants. Justement, dans la volonté de garder ce côté humain. Vous voyez, quand on fait des classes virtuelles, on laisse vraiment 20 à 25 minutes à chaque participant pour exprimer sur le plan émotionnel là où il en est, hein, de manière à ce que ce côté humain, justement, puisse s'exprimer et qu'on ne soit pas dans quelque chose de cascadé qui tombe comme ça. Et donc, pour nous, on a taillé la dimension de notre digital dans cette voie-là. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne solution pour tout, mais c'est comme ça qu'on a su préserver le côté humain. Donc, pour nous, le présentiel est toujours le plus demandé. Alors, la bonne nouvelle, on a appris récemment que la semaine dernière, que justement le fameux dispositif FNE était aussi valable pour le présentiel. Avant, ce n'était que pour le distanciel. Donc, du coup, ça veut dire que ça va encore redonner les lettres de noblesse au présentiel. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment, dans les 6 à 10 mois qui viennent, comment justement les clients vont se comporter par rapport à ce choix qu'il va y avoir maintenant. Est-ce qu'ils vont acheter plus de présentiel, moins de présentiel, plus de digital, moins de digital? On est dans cette expectative. Et donc ça rejoint une question de Marionnette Anne qui dit après coup, quel pourcentage de distanciel compte-t-il garder pour la suite? On le verra juste après, on a une question, on va partager tous ensemble là-dessus. Et donc, voilà, on va revenir sur d'autres questions après. Je les vois et je les garde bien sous les yeux. Et donc, on va poursuivre notre exploration ensemble. Donc, on a vu ce qui avait changé concrètement dans la formation interne pour les grandes organisations. En gros, on peut dire plus de digital, l'obligation d'être plus agile, le fait qu'on ait découvert des nouveaux outils interactifs et digitaux par la crise et que cette découverte, aussi bien par les formateurs, les concepteurs que les apprenants, elle va sans doute perdurer. On a tous été obligés de se plonger dans des outils de visio, des outils interactifs, peut-être des tableaux blancs, du chat, des outils de sondage, des outils pour créer des petites animations en ligne. Voilà, donc toutes des choses où on le faisait déjà avant. Par exemple, chez vous, tu parlais ici des classes virtuelles. C'est des choses évidemment que l'académie faisait déjà bien avant le confinement. Oui. Voilà, il y a juste eu une accélération et donc voilà, super. Et augmentation des compétences digitales, de nouveau, ça rejoint les apprenants, mais aussi les concepteurs et les formateurs. On va se poser la question maintenant en revenant sur notre outil Bicast ici, donc sur votre téléphone ou sur votre PC, ce qui ne va pas changer.
que nous avons une petite coupure. Ah, Xavier est de retour. Oui, tout à fait. Je viens de voir qu'il y a eu une micro-coupure. Moi, j'entendais toujours Xavier, en fait. Oui, Mais je vois que le chat réagit, donc je pense que tout le monde a eu cette petite micro-coupure, mais je vois que Xavier est en reconnexion. Pardonnez-nous. oui. Il est Et allé faire un tour en péniche, c'est pour ça. merci à tous, en tout cas, de rester connectés avec nous. Ce sont les aléas de la technologie, comme Oui. tout webinaire ou classe virtuelle. Mais voilà, je vois que Xavier est en reconnexion. Ouais. Ça fait penser, Laure, à ce qui a été dit tout à l'heure, notamment que nos participants chez eux n'ont pas toujours les outils digitaux pour se connecter, mais parfois c'est nous aussi qui avons des soucis digitaux. Xavier est Oui, et revenu. puis, oui, tout à fait. Je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, je pense qu'en Parfait. fonction des uns des autres, moi, je continuais de t'entendre. Donc, tu peux reprendre la Ah, ok, parole, super. Xavier, et merci à tous d'être présents. À toi la parole. Voilà, donc je vais repartager l'écran le temps que ça se reconnecte ici. Donc, vous pouvez retourner sur no.be/sdpi. Et donc, on a le nuage de mots avec ce qui ne va pas changer dans la formation interne après le confinement. Et voilà, donc il y a déjà toute une série d'entre vous qui avaient répondu. Et on a des éléments ici qui apparaissent en premier. C'est le besoin de contact humain au moment où je disparais de l'écran. Le présentiel, le côté ludique, développer les compétences. Donc, il y a beaucoup de choses autour de quelque part de la posture de l'animateur, du côté humain, l'écoute, la motivation, le pilotage. Et donc, voilà. J'ai évidemment, dans ma reconnexion ne s'est pas passée hyper bien. Donc, je pense que je vais devoir peut-être requitter pour vous repartager l'écran. Et donc, je vais juste passer sur l'écran suivant euh, pour voir ça. Mais je pense que malheureusement, je vais devoir me déconnecter, reconnecter. Donc, André, je te laisse la parole pour peut-être juste nous commenter ici, effectivement, dans ce qui ne va pas changer. Je ne sais pas si toi, tu le vois sur ton téléphone ou sur… non, pas je, spécialement. je ne le vois pas sur mon téléphone parce que D'accord. j'ai aussi envoyé des mots et je ne vois pas le résultat. Je ne sais pas, D'accord. Laure, si c'est… voilà. Je peux me connecter. Non, alors voilà, en gros, ce qu'on va peut-être faire, et alors comme ça, moi, je vais me déconnecter et me reconnecter. Oui, André, c'est alors peut-être avoir ton avis à toi sur, effectivement, peut-être ces fondamentaux qui ne vont pas changer. Et donc ici, ce qu'on voit dans le nuage de mots, vraiment très, très grand, c'est le besoin de contact humain, suivi de le besoin de relations humaines. On est vraiment dans la même chose. Dans le présentiel, l'échange de pratiques, le besoin de développer les compétences. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit les fondamentaux et ça rejoint sans doute la question qu'on avait ou l'intervention qu'on avait dans le chat, c'est de dire oui, le digital c'est bien beau, mais attention à la relation. Et donc, ce qui effectivement ne va pas changer après le Covid, d'après tous les participants ici, c'est vraiment ce besoin de contact humain. Est-ce que tu peux en dire un petit mot le temps que moi je me déconnecte, je me oui. reconnecte? À tout de suite. Tout de suite. Le besoin de contact humain, de toute façon, sera perpétuel et permanent parce que les interactions qui se passent en présentiel, on s'est rendu compte à travers le digital qu'elles sont vraiment uniques, même si dans le digital, on a appris avec les nouveaux outils digitaux à rendre plus humain. Mais l'expérience et le vécu, alors certains disent oui, le langage du corps n'existe pas dans le digital. Alors, on s'est aperçu que même le coaching, depuis quelques années, le coaching se fait à distance. Et donc, les coachs maintenant apprennent justement à décrypter le digital, à décrypter le body language, le langage du corps, à travers le digital. Ceci dit, le côté humain, et on pense souvent à la formation présentielle dans une salle de formation, mais tout le monde le sait, il se passe beaucoup de choses pendant les pauses, il se passe beaucoup de choses pendant les repas. Le Et temps très souvent, informel. la formation, on le voit avec les neurosciences, on dit qu'il faut ces pauses pour que justement le cerveau classe les informations, mais aussi que les interactions se fassent entre les gens. Et donc, nous, ce qu'on apprécie beaucoup dans le groupe Accor, c'est que les gens viennent de toutes les marques.
Donc, vous avez des personnes de chez Ibis qui se mélangent avec des personnes de Sofitel, de Pullman, de Mercure. Et ça, c'est une richesse qui ne peut avoir lieu que dans le présentiel. Parce que le distanciel restreint un peu cet aspect-là des choses. Donc, pour nous, le côté humain, en plus, c'est l'essence même de notre métier. Il va rester tout le temps, ça ne changera pas. En revanche, il y aura des adaptations qui vont se faire pour des nécessités économiques ou pour des nécessités matérielles. Mais l'humain restera, le besoin de contact humain. Donc maintenant que je vois le nuage de mots, je suis très heureux de voir que c'est ce qui ressort en plus gros. Ça rassure. Ce qu'on a pu observer, nous également, c'est que les usages du présentiel, comme tu viens de le dire, André, le fait de respecter le rythme de l'apprenant, on voit aussi que, par exemple, dans les étapes aujourd'hui et les besoins de digitalisation, de conception de classes virtuelles, qu'il y a un vrai besoin de respecter ces temps de pause pour justement permettre le séquençage, de permettre à l'apprenant d'avoir des moments de temps off, alors moins pour être dans l'informel et dans la discussion et dans le partage avec ses pairs que ce qui se fait en présentiel, mais pour quand même respecter ce temps parce qu'on a tendance à vouloir en distanciel, c'est peut-être un écueil auquel il faut faire attention, à optimiser le temps, alors qu'il est déjà peut-être sacrément optimisé, puisqu'on économise des temps de transport, on économise certains temps. On a tendance à vouloir l'optimiser davantage, et on a vu cette tendance évoluer très vite pendant le confinement dans les nouvelles classes virtuelles qu'on a dû concevoir avec nos clients, c'est qu'il y avait un besoin de respecter ce temps. Parce que j'ai vu la question passer dans le chat, est-ce qu'on organise parfois des formations à distance d'une demi-journée, d'une journée, de 2 jours? Et oui, c'est possible, quelque part, à condition de respecter ce rythme d'apprentissage qui permet vraiment, en fonction de la formation, du sujet, du nombre d'apprenants présents, de réserver ces temps de repos du cerveau, finalement. Bien sûr. Mais on reprend les usages du présentiel. Ouais. Et ce qu'on peut partager aussi, c'est que je pense, André, on partage je pense que tu es quelqu'un d'excessivement relationnel et tu aimes bien le contact, tu es même kinesthésique. Il y a un côté où je pense vraiment tu es vraiment dans ton élément en présentiel. Et néanmoins, dans le distanciel, on peut recréer aussi de l'émotion, du lien, de la réflexion, de l'intelligence collective, et à l'aide d'outils évidemment qui sont des médias froids. Mais par exemple, ici dans Zoom, quand tu animes des classes virtuelles et que tu crées des sous-groupes où les gens vont réfléchir à 2, 3, en fait, on peut se rapprocher tout en disant on adore le présentiel, mais le distanciel n'est pas juste du distanciel dégradé. C'est une autre expérience dans laquelle on peut vraiment recréer des choses. Tu vas nous en parler juste après, mais oui, je t'écoute. Ils apprécient beaucoup justement l'exercice des sous-groupes où je dis des fois avec humour bienvenue dans le monde de Star Trek, parce que d'un seul coup ils sont téléportés dans des sous-groupes et puis ils reçoivent une petite notification une minute avant de revenir. Ils apprécient les sondages, le tableau blanc, enfin voilà. Alors après, ça a été demandé dans les questions et on y reviendra après sur les outils. C'est sûr que pour que les formateurs internes soient à l'aise, il faut les accompagner dans cette formation des outils digitaux pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, le côté le plus humain possible avec les outils et non pas l'outil en premier, mais l'humain en premier. Alors pour ça, il faut que les outils soient au service de l'humain. C'est vrai parce que dans pas mal de questions qu'on est amené à se poser, il y a souvent en creux, c'est un frein ou une appétence pour le digital, mais autant pour l'apprenant, le bénéficiaire, que pour le donneur, le formateur. Quand on voit des fois des peurs émerger, est-ce que c'est la peur du formateur ou est-ce que c'est la peur de son résultat et de ce que le bénéficiaire apprenant va récolter? Souvent, ça peut être un peu oui, ce qu'on constate, c'est que les peurs qui… Pardon, vas-y. Non. Je dis, ce qu'on constate souvent, c'est que les peurs qui existaient en présentiel sont les mêmes. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas tout maîtriser, la peur d'être rejeté, sont exactement les mêmes peurs, aussi bien du côté participant que du côté formateur. C'est juste que l'outil digital, au demeurant comme ça, peut paraître un obstacle. En réalité, au bout d'un certain temps, on finit par oublier cette barrière digitale. Et une fois que le icebreaker est passé, et on le dit souvent avec Xavier, dans le digital, il faut aller tout de suite. Il faut aller tout de suite au cœur du sujet pour justement inclure les gens. On va le voir après. Oui, effectivement. Et donc, on va arriver à ce moment-ci. Donc, ici, on va répondre à une question que vous avez posée dans le chat. Donc, je vous propose de reprendre votre téléphone ou votre PC sur
la page no.be/SDPI. Et on se posait la question, donc d'après vous, quel sera le nouvel équilibre dans la formation post-Covid? Et donc, voilà, certains d'entre vous ont déjà commencé à répondre. Et donc là, de nouveau, on est vraiment dans boule de cristal, hein. On imagine, on se projette avec les infos qui sont à notre disposition. Voilà, et donc on voit ici déjà les chiffres qui montent. Et alors, c'est intéressant parce que là, par contre, c'est extrêmement tranché, hein. Donc, c'est assez impressionnant. On a des 0 réponses et on a des 40 réponses. Donc, ouais, super. On peut dire, je pense que globalement, il n'y aura pas de grand bouleversement dans ces chiffres. Donc, il y a vraiment un top 3 qui se dégage et le reste est quasi à zéro. Donc, numéro 1, un équilibre distanciel-présentiel. Numéro 2, c'est avant tout, il y aura des parcours qui vont être plus riches. Et donc là, on pourrait interpréter ça comme en disant on a découvert des choses pendant le confinement, on a découvert des nouveaux outils. Vous l'avez dit dans les précédentes questions, hein. Donc, il y a eu une montée en compétences des formateurs, des concepteurs. Tout le monde a découvert de nouveaux outils, donc peut-être qu'on va en profiter dans la suite. Et il y a quand même 36% des réponses qui sont sur il y aura beaucoup plus de distanciel. Voilà. Et il y a 2 d'entre vous qui pensent que rien ne change, retour comme avant. Du coup, André, un équilibre distanciel-présentiel avec beaucoup plus de distanciel et des parcours enrichis. Est-ce que c'est une opinion que tu partages? Alors oui, je partage cette opinion avec quand même une petite attention sur le mot équilibre. En réalité, on pense que équilibre, c'est quelque chose de stable, mais l'équilibre n'est pas stable, il est toujours en mouvement. Et donc, je pense que dans équilibre, il y a quelque chose d'organique, il y a quelque chose de vivant. Et donc, cet équilibre distanciel-présentiel, je le vois vraiment comme un balancier qui va sans arrêt chercher justement son point d'équilibre. Et ce point d'équilibre va très vite devenir un autre mouvement de balancier. Et donc, je pense que ce n'est pas quelque chose de figé, cet équilibre distanciel-présentiel. Sur le deuxième point, à savoir plus de distanciel, c'est évident qu'on va aller vers plus de distanciel, avec encore une fois une précaution d'usage sur l'inconnu, parce que le facteur économique va énormément peser. On pourrait croire, comme ça, hein, on pourrait croire que comme le distanciel est moins cher, eh bien, c'est ce qui va dominer. Mais en même temps, la croyance, et fort heureusement que le présentiel est nécessaire, va faire qu'on est dans une inconnue et on ne sait pas, in fine, quel va être le pourcentage. Quelqu'un a demandé tout à l'heure le pourcentage, ça évolue en permanence. Ce qu'on peut juste dire, c'est que depuis 10 ans, oui, le distanciel a évolué, a vraiment pris beaucoup de temps. C'est ça, hein, parce que c'est intéressant de se dire que ce n'est pas, entre guillemets, tout la faute au Covid, hein, pour ceux qui ont une petite réticence par rapport au distanciel. C'était déjà un mouvement de fond, il était enclenché, sauf que le Covid a donné un énorme coup d'accélérateur quantitatif. Donc, le nombre d'heures prestées en distanciel a explosé tout d'un coup. Le mouvement de balancier va sans doute revenir vers le milieu. Et par contre, qualitatif aussi. On a découvert de nouvelles fonctionnalités, des nouveaux outils, des méthodes pédagogiques, etc. Qu'on va aussi garder. Donc voilà, on peut dire juste que ça a accéléré un mouvement qui était sans doute déjà lancé. Et aussi, c'est intéressant, François Dupuis nous disait hier, ce mouvement du distanciel, il avait déjà été lancé, par exemple, par les mouvements sociaux, grève des transports, gilets jaunes. Il y avait déjà des organisations qui avaient dû s'adapter à, tiens, les collaborateurs ne sont pas sur site tout le temps, comment est-ce qu'on peut travailler sur la distance? Voilà. Et ici, le Covid, il a été, lui, radical et complet pendant un temps ramassé. Mais effectivement, le mouvement était déjà enclenché avant et il va sans doute se poursuivre. Pour le distanciel, on nous posait la question, tiens, comment effectivement le rendre plus humain? Dommage qu'on soit que dans du distanciel. Il n'y a que en présentiel qu'on peut vraiment vivre des vraies expériences de savoir-faire, de liens, etc. Et non, André, toi, tu nous proposes 3 clés pour peut-être justement améliorer ou vivre mieux ce distanciel. La première des clés, elle est propre à tous ceux qui conçoivent de la formation ou qui l'animent, c'est la préparation. Et dans la préparation, il y a peut-être une parenthèse à faire sur l'entraînement à l'outil digital. En réalité, c'est vrai qu'il faut mener plusieurs choses en même temps. À la différence où quand on est dans une salle de formation en présentiel,
on peut faire les choses les unes après les autres. Là, en distanciel, il faut être un peu comme un homme orchestre ou une femme orchestre et pouvoir justement en même temps activer les fonctionnalités du logiciel qu'on utilise. Et donc ça demande un petit peu d'entraînement dans la préparation. Et donc le conseil que nous, on donne et qu'on pratique avec nos formateurs internes, c'est qu'on se fait entre nous des séances d'entraînement. Et donc, on donne le lead à la personne pour qu'elle puisse s'exercer, à activer les sondages, à activer les classes, les sous-classes. Et donc, il faut qu'il y ait de la préparation dans la maîtrise de l'outil pour pas que ce soit un frein lors de l'animation et que ça devienne un automatisme. Et donc, c'est toujours le principe du développement de la compétence. Avant qu'elle devienne une compétence inconsciente, il faut de l'entraînement pour qu'elle devienne automatique. La préparation, c'est comme pour les formations présentielles, c'est s'imprégner du contenu pour qu'après, non pas on soit quelqu'un qui récite, mais quelqu'un qui vive le message clé. Donc ça ne change pas avec le présentiel. L'inclusion, ça c'est quelque chose que nous avons vu ensemble avec Xavier. On s'est rendu compte que dans les formations distancielles, il fallait tout de suite inclure la personne. C'est aller tout de suite dans le sujet. Si dans le présentiel, on peut se permettre, dans les présentations croisées, dans les icebreakers, de prendre un peu plus de temps, parce que le présentiel le propose, dans le distanciel, et ça ne coupe pas l'humain, c'est vraiment d'aller tout de suite au cœur du sujet pour que la personne se sente inclue. Parce que certains l'ont dit tout à l'heure dans la zone de chat, il y a beaucoup de distractions possibles. Donc l'idée, c'est que bien sûr, on n'est pas dans une classe façon à l'ancienne magistrale, on est au contraire dans une dynamique pour inclure la personne à faire qu'elle soit tout de suite intéressée et aller au cœur du sujet dès le démarrage de la classe virtuelle ou de la formation proposée, c'est une des clés de réussite. Et puis après, ce qu'on s'est rendu compte aussi, en lien avec les activités ludopédagogiques et les neurosciences, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'interaction avec le participant entre 5 et 10 minutes. Il faut qu'il y ait toujours quelque chose qui bouge et qui fasse qu'il participe. Ça va jusqu'au truc très simple, quand les gens se présentent, c'est eux qui choisissent quelle est la personne suivante qui va parler. Ce n'est pas le formateur qui le dit, par exemple. C'est un petit détail, mais du coup, ça oblige à se concentrer sur les personnes qui sont présentes. Et donc, les gens, on s'est rendu compte les participants, ils sont à l'affût de voir quel est le résultat du sondage, comme vous l'avez été à l'instant. Et donc, ces interactions, elles sont vraiment nécessaires. Et je reviendrai sur ce qu'a dit Laure aussi, les breaks. Quand on a converti des présentiels, par exemple, en 3 ou 4 classes virtuelles dans la journée, eh bien, on fait vraiment, pour le midi, 45 minutes à 60 minutes de pause pour le déjeuner. On a même augmenté les pauses qu'on fait d'habitude en un quart d'heure, on les a mis à 30 minutes, de manière à justement proposer un rythme qui reste, ce n'est pas du matraquage où il faut absolument dérouler, ça reste quand même très viable et soft, tout en ayant cette partie d'interaction importante. Super. Alors, c'est intéressant parce que certains partagent dans le chat aussi les bonnes pratiques. Yannick nous dit donc l'avantage en présentiel, c'est dès que le formateur voit que le groupe commence à être déconnecté, il va agir d'une autre manière pour capter à nouveau le groupe. Et nous avons dû mettre en place des formations distancielles face au Covid. Nos formateurs ont animé leur formation par demi-journée pour être garantis d'attirer l'attention de chacun. Effectivement, il y a le défi, ce que tu disais André, c'est on est dans un temps qui est différent. Et donc, effectivement, la première clé, enfin la deuxième ici chez toi, qui était l'inclusion, c'est vraiment super important de capter cette attention et puis de la maintenir avec la troisième qui est l'interaction. Manuela nous dit une bonne pratique est d'être en co-animation et ça c'est vrai que c'est un luxe, on ne peut pas toujours se le permettre, mais voilà, mais tu le disais, quand on peut le faire, c'est super. Et donc, d'avoir quelqu'un qui gère le chat, quelqu'un qui est plus à l'animation, tu disais l'homme orchestre, c'est aussi un frein pour des formateurs qui se lancent dans le digital, de dire, oh là là, quand je vois quelqu'un qui clique sur tous ces trucs en même temps et que je dois être concentré sur mon animation et en même temps être connecté au groupe, ça fait pas mal de… C'est un peu comme être en voiture et se poser la question de où on va, être attentif à la circulation et répondre à une question de ton voisin. Voilà, quelques clés ici, des petits groupes, des sessions courtes, beaucoup d'exercices, des caméras allumées pour tous les participants, quand on peut, effectivement, ce n'est pas le cas partout, mais voilà, donc, mais quand on peut, c'est vrai que c'est un vrai potentiel. Oui, il nous arrive d'avoir des participants qui n'ont pas de webcam chez eux ou de caméra sur leurs écrans. Ouais. Ce qui est très intéressant, c'est quand on les retrouve sur une session suivante,
soit sur le moment présent ou soit la session d'après. Ils ont tout fait justement par leur téléphone pour justement avoir une webcam. Alors, c'est la réalité, mais on peut faire sans. Quelqu'un disait aussi sur les mises en situation, nous faisons des jeux de rôle à distance. Quand on met en trinôme les personnes en sous-groupe, on peut leur faire des jeux de rôle, aussi bizarre que ça puisse être entendu. Évidemment, pas en voyant tout le corps, mais au niveau du tronc. Et à travers les expressions du visage et des mains, on voit déjà beaucoup de choses qui se passent au niveau du body language. Donc, ce n'est pas pareil, mais on s'en rapproche. On s'en rapproche. Il y a quelques bonnes pratiques toutes bêtes comme ça, mais c'est par exemple, on n'active que les caméras de ceux qui jouent, donc on désactive les autres caméras à ce moment-là. Et par exemple, ici dans Zoom, on peut se renommer. Et donc, on pourrait se renommer manager, collaborateur, client, etc. Et voilà, et donc ça aide à se dire on est dans le jeu de rôle, puis on rechange son nom après. Et puis le débriefing, on le fait comme on le ferait en présentiel, comment ça s'est passé pour ceux qui ont joué. Voilà, d'abord peut-être celui qui a joué le rôle le plus difficile, et puis etc. Et franchement, ça donne des résultats étonnants. On l'avait un petit peu testé avant, mais là, du coup, ça prend plus de place aujourd'hui. Et franchement, effectivement, ça fonctionne, il se passe des choses. En tout cas, pour moi, si on est focus sur l'apprentissage, il y a un acte d'apprentissage qui est évidemment basé en grande partie sur la qualité du débriefing. Mais effectivement, comme tu le dis, ça fonctionne, quoi. Voilà, Manuela dit même nous faisons des jeux de rôle debout et ça marche effectivement. Oui. Donc, même faire du théâtre. Exactement. Ouais. Ce qui me semble intéressant de dire aussi, c'est qu'à travers cette période de crise, cette transition, cet accélérateur, ces opportunités, en fait, tout le monde apprend en fonction d'où il se situait à un instant T sur la carte de son apprentissage, de sa culture d'entreprise, de sa maîtrise des outils. Et en fait, pour tous, c'est de toute façon plutôt comme on a envie de voir la vie à moitié plein ou à moitié vide, mais en fait, c'est une opportunité de changement. C'est une opportunité d'ajouter des clés, des outils. Rien ne se fera en 5 minutes. Les choses se font dans l'apprentissage, donc avec du droit à l'erreur, de l'essai, de l'entraînement. Mais en fait, c'est une opportunité de changement, pas pour remplacer, pas pour faire que autrement ou mieux, c'est pour faire en fonction d'une situation avec d'autres outils. Ça n'empêchera pas de revenir au présentiel, mais comme le présentiel, il a 1001 couleurs, d'une organisation à une autre, d'un formateur à une autre, et ben le distanciel aussi. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, je pense, c'est finalement de répondre aux peurs autant des formateurs, à leurs besoins d'évolution de compétences, qu'aux apprenants, parce que je ne suis pas persuadée que ce soit plus les apprenants qui aient tant de réticence que ça, que les formateurs, qu'ils voient leur métier se transformer. Et ça, c'est totalement fondamental de l'accompagner. Voilà, une crise, c'est un accélérateur. Ça nous fait une belle transition, effectivement, vers les compétences à développer, Emmanuela. Je n'ai pas fait exprès. Non, on nous rappelle à l'ordre en disant, tiens, les compétences spécifiques des formateurs, on va effectivement y arriver maintenant. Et donc, on va reprendre notre téléphone ou notre PC sur la page Bicast. Et donc, ici, on va vous poser la question de quelles sont les compétences principales à développer chez les formateurs et concepteurs internes liés justement à ces nouveaux enjeux. Et donc, on vous propose de le faire selon 3 catégories, qui est le savoir, la connaissance, le savoir-être, la posture, qui je suis, et le savoir-faire, ce que je suis censé être capable de réaliser, de faire concrètement en tant que formateur, animateur. Et une partie d'entre vous avait déjà répondu à ces questions. Donc, on ne va pas les lire tout de suite de manière à ce que ceux qui arrivent sur la page maintenant puissent y répondre. En fait, ce qu'on fait maintenant quand on utilise Bicast, c'est qu'on ouvre les questions à l'avance. Ça permet aux personnes qui ont le profil plutôt d'explorateur d'aller déjà voir les questions suivantes et de commencer à y répondre. Et donc, quand on arrive sur la page, on a déjà une série de questions. Et donc là, je fais un peu de méta en tant que formateur. Il ne faut pas oublier donc ceux qui sont des personnes plus disciplinées et plus carrées, qui nous suivent plus scrupuleusement et qui arrivent sur la page maintenant. Et donc, on laisse le temps évidemment à ces personnes-là aussi de produire leur contenu. Voilà, donc mais c'est une fonctionnalité qu'on utilise de plus en plus, c'est d'ouvrir les questions à l'avance. Voilà, ça accélère et en même temps, il faut faire attention de bien garder tout le monde et ne pas discriminer les profils qui sont les plus scrupuleux. Alors, encore quelques secondes pour vous laisser remplir dans les 3 catégories. Et donc, c'est intéressant parce que là, on est déjà à presque 80, on est à 80 réponses.
Voilà, dans les savoirs, je vais en lire quelques-uns, hein. Donc, la connaissance, l'ingénierie distancielle digitale, les outils d'animation, concevoir une classe virtuelle, maîtriser des outils Bicast, Klaxoon. On pourrait là éventuellement mettre, hein, dans savoir-faire, le digital, la pédagogie ludique, les outils digitaux, l'expertise s'adapter aux outils digitaux, analyse pointue des besoins, évaluation de la formule la plus adaptée, présentiel, distanciel, garder le recul, ça me paraît très important aussi, la conception digitale. Voilà, la technologie, les outils. Je passe, alors on n'a pas été au bout, hein, donc vous avez beaucoup d'idées qui ont été produites. Dans le savoir-être, on a développé la posture de facilitateur, être encore plus centré sur l'apprenant. Évidemment, André, je te demanderai éventuellement s'il y a dedans ici des idées qui te tapent peut-être plus dans l'œil comme ça ou sur lesquelles tu aurais envie d'appuyer. Il y a développé de nouvelles formes de reconnaissance VS le présentiel, animation à distance, capter l'attention des participants, garder le rythme, la posture du formateur, l'écoute active, l'attitude d'ouverture, être beaucoup plus proactif, la confiance, la souplesse. Dans les savoir-faire, il y a jongler entre les différents outils et les types d'ingénierie. Il y a créer des nouveaux parcours de formation en blended ou à distance, flexibilité, agilité, animer des classes virtuelles, la facilitation interne, concevoir beaucoup plus de modules adaptés, de la connaissance des outils, du multitâche. Et de nouveau, il y a 40, 50 et 40 idées qui ont été produites. Toutes ces idées, vous les recevrez. On va vous envoyer tout ça lundi prochain avec le compte rendu de tout ce qui a été produit ici, parce qu'en fait, il y aurait un très beau tableau des compétences quelque part à développer pour les concepteurs et les animateurs, voilà, qui doivent intégrer maintenant de nouvelles dimensions. André, il y a des éléments sur lesquels tu auras envie d'appuyer ou de réagir? En tout cas, il y a un élément central sur le savoir-être qui est ressorti plusieurs fois et auquel j'adhère à 100%, c'est le fait d'être un facilitateur vivant, animé. Si c'est vrai dans le présentiel, c'est encore plus vrai dans le digital, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un webinaire ou une classe virtuelle où on s'endort, où le formateur ou la formatrice n'apporte pas de vie, où c'est trop descendant, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de choses humaines. Donc, c'est vraiment dans le savoir-être la première compétence à développer. Il y a des choses qui ont été dites comme travailler sa voix, travailler bien sûr les gestes, hein, à travers le distanciel. Et puis après, il y a toutes les compétences de savoir-faire liées à la maîtrise des outils et qui nécessitent, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme pour apprendre à conduire, de d'abord savoir passer le levier de vitesse avant de pouvoir regarder le beau paysage dans la rue. Et donc, ça, c'est ce qui va, en termes de savoir-faire, vous donner plus de confiance en vous-même. Et donc, oui, il y a écrit désapprendre pour réapprendre, ben, c'est la source même de notre métier. Et puis, sur la notion de savoir ou savoir théorique, il y a le fait d'être toujours curieux, hein, c'est-à-dire d'aller chercher en permanence ce qui se fait, qu'on ne connaît pas, et d'ouvrir non seulement sur la partie digitale, mais sur les sujets aussi, hein. On a l'air de se concentrer que sur l'ingénierie pédagogique, mais il y a des sujets qui en ce moment sont en train d'émerger, alors que ce soit sur le leadership partagé, que ce soit justement sur l'altruisme, la vulnérabilité, l'intelligence émotionnelle. C'est aussi en termes de connaissances de continuer en permanence à élargir son domaine d'intérêt. Complètement. Effectivement, on se rend compte déjà, même avant effectivement la digitalisation poussée, hein, c'est que le métier de formateur est un métier qui devient de plus en plus riche, complexe, pas spécialement dans le sens compliqué, mais avec de la complexité et des différentes branches. C'est un arbre qui grandit. Et on se rend compte au sein des équipes aussi parfois qu'il y a peut-être des gens qui vont être plus à l'aise dans certains domaines et qui vont peut-être se spécialiser. Est-ce que c'est le cas, par exemple, à l'académie, de se dire il y a des personnes qui sont plus sur la conception digitale, d'autres qui vont être sur l'ingénierie pédagogique au sens large, d'autres plus sur l'animation? C'est des choses qu'on sent à l'académie, ou on a plutôt une demande que tout le monde soit un peu couteau suisse et puisse tout faire, ou est-ce qu'on a la chance d'aller vers un peu des spécialisations? En fait, c'est entre les deux, parce que Oui. naturellement, chacun va vers ce vers quoi il a envie d'aller. Donc déjà, chez nous, il y a un grand respect des tendances naturelles au niveau des compétences. Ça fait partie de notre culture. Donc, j'ai une collègue, le digital, pour elle, ça fait vraiment partie d'elle. Et tout de suite, c'est elle qui a été identifiée naturellement pour créer les e-learning.
Et donc, en fait, d'abord, c'est la tendance naturelle de la personne et là où elle souhaite aller. Et puis après, comme une personne ne peut pas tout faire, eh ben, c'est de s'aider les uns les autres. Ça va jusqu'aux traductions, hein, puisque nous, on travaille en anglais et en français. Et donc, il faut aider les différents pays dans les traductions. Donc, en fait, chacun est allé vers ce vers quoi il avait une aspiration, une tendance. Et en même temps, il a fallu à un moment donné que tout le monde y mette un peu du sien parce que sinon, une personne ne pouvait pas tout faire toute seule. Donc, ça nous a obligés à beaucoup interagir nous-mêmes. On se fait des réunions et des points d'équipe en permanence sur Teams, sur Zoom, par téléphone, voilà, pour justement compenser le fait qu'on ne se voyait plus comme avant dans nos bureaux. Une question de Hugues sur le développement des compétences, effectivement, là plus sur les formateurs occasionnels, c'est comment professionnaliser les formateurs internes alors même qu'ils sont des formateurs occasionnels. Et donc, j'imagine qu'il y a ce défi, effectivement, ben, tu disais, ils consacrent, j'avais entendu un chiffre tout à l'heure, 10-20 jours par an, c'est ça maximum. Ouais. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on peut continuer à les faire monter en compétences avec cette contrainte-là? Alors, si leur objectif, c'est de devenir permanent, c'est une autre démarche. Ça veut dire que, alors ça arrive, hein, et c'est tout à fait possible. Déjà, il faut qu'il y ait des postes qui se libèrent là-dessus. Mais très souvent, on a eu des formateurs occasionnels qui sont devenus des formateurs permanents. Et donc, pour ce faire, il y a une montée en compétences sur des sujets de formation et sur des compétences d'animation et de conception. Après, pour ceux qui veulent rester occasionnels, ce qu'on essaye de faire, alors c'était un petit peu stoppé avec le Covid, c'est justement des réunions formation qu'on fait 1 à 2 fois par an, où on fait intervenir des experts, notamment sur les neurosciences, pour qu'ils continuent à se développer et à s'ouvrir à de nouvelles compétences. Donc, c'est permanent, c'est quelque chose de permanent et qu'il faut activer pour pas que ça retombe. Oui, c'est ça. Hein. Il y a le défi, effectivement, que souvent, ces formateurs occasionnels sont des experts dans leur métier, dans leur domaine, ont parfois moins le bagage pédagogique, etc. Et du coup, ce que tu dis, effectivement, avec l'éclairage des neurosciences, c'est souvent des nourritures, on se rend compte quand on leur donne, ils sont vraiment, ils ont de l'appétit pour ça. Oui. Et il y a une demande. Hein. Et, Oui, tout à fait. absolument, Super. je confirme. Ouais. Merci André. Alors, on arrive sur le après maintenant. Donc, pour aller plus loin, on parlait justement du développement des compétences et de cet aspect effectivement de continuer à former ces formateurs occasionnels ou complets. Donc, ici, je vais passer la parole alors pour nous présenter rapidement les actions d'accompagnement qu'on peut proposer du coup sur ce type de public. Et voilà. Et André, si tu veux faire des liens aussi, n'hésite pas. Donc les webinaires, les classes virtuelles, le présentiel, le codev, l'or. Oui, mais comme l'a dit André, je pense que la période a été une période de transformation. Nous, Nobi, nous sommes au départ organisme de formation blended, comme je l'ai dit au départ, donc avec une activité tant présentielle que digitale. Mais on a été amené pendant ces 2 mois à accélérer la transformation de la digitalisation aussi de nos offres pour composer vraiment une nouvelle offre de webinaires et de classes virtuelles. La distinction qu'on peut faire sur les webinaires et classes virtuelles, comme vous le voyez, c'est que le webinaire en général réunit des groupes de plus grande envergure, souvent avec un premier niveau d'information et de sensibilisation, pour après arriver en plus petits groupes de 10, vraiment 15, souvent personnes maximum, en formation en plus petits groupes. Classes virtuelles qui peuvent être des formations de 2 heures, de 4 heures, des formations d'une journée souvent séquencées en 2 ou 3 blocs pédagogiques. Mais on a chez Nobi du coup développé toute une offre de formation de formateurs voilà, qui a permis, je pense, sur les 2 mois et demi, d'accompagner globalement sur les thématiques de la digitalisation. Quand on dit digitalisation, c'est d'aider les responsables de formation à repenser leurs dispositifs, à redesigner, à interroger leurs offres et puis après à accompagner leurs formateurs internes ou externes, mais vraiment dans la phase de conception, de préparation, de modification du type d'activité qu'on peut être amené à faire en distanciel. On le voit beaucoup dans le chat, énormément de personnes ont tenté des choses, ont expérimenté des nouvelles approches kinesthésiques avec le corps, des nouveaux outils, des vidéos, des nouveaux médias en formation à distance. Voilà, c'est notre cœur d'activité aujourd'hui, autant en présentiel, quand on y reviendra, qu'en distanciel aujourd'hui, mais d'accompagner les formateurs dans ces nouvelles compétences de transformation présentielle, de digitalisation, de
composition de nouvelles activités, de gamification des formations à distance. Ça passe aussi beaucoup, comme tu viens de le dire Xavier, et toi aussi André, souvent par essayer d'accompagner les formateurs sur un socle de compétences très porté sur les neurosciences, sur les sciences cognitives, quand même essayer de se poser les questions sur comment l'apprenant adulte apprend, que ce soit en présentiel ou à distance. Il y a beaucoup de choses à apprendre et d'éclairage à recevoir sur les techniques auxquelles on peut faire appel en termes de pédagogie active, que ce soit en classe virtuelle ou en webinaire. Voilà, on a aussi beaucoup de formations, on nous demande beaucoup d'animer des formations sur la maîtrise des outils. On l'a bien vu, hein, en fonction des organisations, il y a de nouveaux outils qui ont émergé, sur lesquels on avait un certain type d'utilisation qui s'est accéléré. Voilà, il faut accompagner les formateurs sur la maîtrise des outils, comprendre la diversité des outils. À quoi sert plus, par exemple, ou un Bicast, ou Clap, ou Klaxoon, quel type d'activité on peut mener pour accueillir des apprenants en distanciel, comment relancer l'attention, comment conclure une classe virtuelle, comment faire participer les gens en sous-groupe ou à distance. Voilà, il y a énormément de temps en formation à distance comme en présentiel qu'il convient de revisiter à l'aide cette fois-ci d'outils plus pédagogiques et numériques. Voilà, ça c'est pour une grande partie l'offre ou webinaire ou classe virtuelle qu'on a aujourd'hui et qu'on a transformé. Une notion importante qui est apparue, je dirais vraiment beaucoup pour accompagner les organisations à un étage supérieur, et parfois aussi en suivi de formation, c'est le co-développement. Parce qu'en temps à distance, l'optimisation du temps fait que les apprenants ont eu envie de se retrouver en intersession ou après des sessions. Donc le co-développement a vraiment permis aux apprenants de se retrouver entre pairs. Ça, c'est pour le co-développement plutôt perçu et vécu comme du perfectionnement et du retour d'expérience en formation, peu importe quelle était la thématique. Mais il y a également eu du co-développement pour aider des organisations, là on parle plus de conseils, à repenser leur stratégie learning, à carrément repenser la digitalisation, qu'est-ce que la digitalisation, et en fonction des thématiques. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans le groupe Accord, toute votre équipe, André, a dû repenser son offre, créer une offre. Et on ne peut pas imaginer que ça se fasse dans son coin. Il faut à un moment donné réunir les expertises, réunir les profils, les pédagogues, les techniques, les pratiques. Et on a organisé des sessions de co-développement pour permettre un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire les étapes de… Je ne sais pas comment tu as appelé ça chez vous, c'est les groupes tests. Les groupes focus. Les groupes focus, voilà, exactement, qui permettent vraiment, en fait, l'étape préliminaire qui est l'analyse des besoins. Et par le co-développement, l'étape fondamentale pour nous, avant de penser une stratégie ou de mettre en place des stratégies de développement de telle ou telle compétence, c'est d'analyser les besoins, autant des formateurs que des bénéficiaires demain. Voilà, c'est pour une grande partie. En tout cas, nous, on vous invite, si vous avez des besoins, des envies, voilà, à naviguer sur notre site pour découvrir un petit peu quelle peut être notre approche et répondre à des besoins éventuels. Mais tout ça est encore en transformation perpétuelle. Ouais. C'est d'ailleurs stimulant. Merci, merci Laure. Alors, on va poursuivre la discussion ici à l'intérieur d'un groupe qu'on vient de créer, donc un groupe LinkedIn privé pour continuer à échanger sur les thématiques du sommet digital des pédagogies innovantes. Ce sera l'occasion de continuer à poser des questions à André et à nos différents intervenants. On va faire remonter là aussi les comptes rendus de ce que vous avez produit. Ça sera un lieu d'échange peut-être entre chaque sommet où on pourra aussi se poser les questions des futurs sommets, de ce qu'on aimerait y découvrir et des thématiques. On va vous envoyer une invitation et vous pouvez déjà vous y connecter avec Nobi/LinkedIn et vous tombez sur le groupe LinkedIn privé. En préparant ce webinaire avec André, tu m'as partagé 3 phrases que j'ai renotées ici. C'est un peu une surprise, mais voilà, tu avais parlé de liberté co-créative, de découverte collaborative, d'aventure apprenante. Je trouvais ça super et je trouve que ça nous donne en conclusion, ça nous donne une belle ouverture sur ce que pourrait devenir le futur de la formation. Peut-être sur l'aventure apprenante, qu'est-ce que tu mets derrière ces 2 mots? En fait, qui dit aventure dit inconnu. Et donc, c'est le fait de faire un pas dans le vide, mais c'est un pas dans le vide où il y a très simplement beaucoup de joie à apprendre et à découvrir des choses.
Et pour nous, le fait d'avoir découvert, alors nous, on a utilisé l'outil Zoom, le fait d'avoir découvert justement à travers Zoom des fonctionnalités qu'on ne connaissait pas, d'avoir entre nous justement co-créé des choses, du coup, c'est une aventure dans laquelle on ressort grandi. Et donc, c'est quand même sympa quand on est dans la formation de se former soi-même et de voir qu'on apprend en permanence, de développer cette appétence pour la pédagogie et pour développer les autres. S'il n'y a pas ce moteur-là, on n'avance pas, on n'a pas de raison d'être. Et donc, pour nous, si l'aventure n'est pas apprenante, elle serait stérilisante et c'est tout le contraire qui se passe. Voilà. Super. J'avais envie du coup de vous poser la question en clôture, en guise de conclusion ici. Tu nous as partagé des mots. Je voudrais qu'on se dise, tiens, collectivement ici, en rêvant un peu, quel nouveau nom pourrait porter le développement des compétences de demain? Tu nous as cité quelques exemples ici. Et donc, en reprenant nos.be/sdpi ou là où vous en étiez sur votre voilà, sur votre page, sur votre navigateur, sur votre téléphone ou votre PC, de remettre ici un exemple de mots de ce que pourrait être le développement des compétences de demain. Et je vous laisse 30 secondes pour les taper et on va les découvrir en même temps. Voilà, pour ceux qui en ont. Ah, pas mal, pas mal. Super, donc il y en a déjà qui apparaissent ici. Super, donc André, de nouveau, s'il y en a une qui te tape dans l'œil. Oui. Donc il y a Neurolearning, Learning Adventure, Blendator, Destination Apprentissage, Skill Up, il y avait l'aventure apprenante, Learning Adventure. Donc voilà, s'il y en a une qui vous plaît, vous tapez le premier mot et du coup, vous lui donnez un point supplémentaire et elle va grandir. Voilà, super. Donc, excellent. Destination apprentissage. Learn the future. Super. Eve, Fun and Learn. Polyvalence digitale. J'aime bien le fait que le fun soit cité. Ouais. S'il n'y a pas de plaisir dans l'aventure, pas bon. C'est bien qu'il y ait du fun. Exactement. Ouais. Ouais. Et alors, c'est intéressant parce que là, vous mettez tous du poids sur Learning Adventure. Donc, c'est vraiment quelque chose. Ah, là, il prend une super place. Excellent. Voilà. Have fun and learn. Yes. Ouais, qui vient aussi. Ouais, excellent. Super. Ludo Learning, super, excellent. Bon, mais c'est beau parce que ça donne un bel éclairage sur effectivement ce côté aventure hein, où il y a des ingrédients d'inconnu, de découverte, de devoir faire des choses dans un monde effectivement qui bouge. Magnifique. Et en conclusion finale maintenant de ce webinaire où on est à l'atterrissage, un mot en conclusion de ce moment d'échange et de partage avec ce qu'on a partagé entre nous dans le chat, avec ce que nous a partagé André, avec ce qu'on a pu découvrir, avec voilà, si on se remémore, hein, donc on a évidemment terminé par les compétences, mais on a parlé aussi des contextes, on a parlé du digital, on s'est projeté dans l'avenir et voilà, donc super, je vois le mot merci qui apparaît fort, visionnaire, inspirant, enthousiasme, enrichissant, réconfortant. C'est vrai, c'est chouette hein, de se dire que dans ce moment qui bouge beaucoup, il y a quelque chose de réconfortant, inspirant. Merci beaucoup, beaucoup André, vraiment pour tes partages. C'est un plaisir de te réaccueillir. Merci à toi Xavier, à Laure et à tous. Ouais, c'était vraiment un beau moment. Et le merci, c'est vraiment pour vous aussi. Hein. Donc, on se rend compte qu'effectivement, j'espère qu'on a un peu fait la démonstration que le digital, même si effectivement on n'était pas tous réunis ensemble, on a pu quand même vivre quelque chose de l'ordre du lien, de la relation, de l'émotion partagée, voilà, de l'intelligence collective grâce à des outils hein, technologiques qui n'existaient pas il y a 10 ans. Donc, on a quand même la chance de vivre dans une période assez incroyable là-dessus et qu'on a pu recréer ce moment. Alors, merci à tous et je laisse encore le mur ici continuer. Vous pouvez continuer à le remplir. On se retrouve juste demain avec un sujet passionnant qui est l'événementiel. On a parlé de la formation aujourd'hui, mais comment, quand on veut rassembler des grands groupes pour communiquer, sensibiliser, qu'on pourrait rassembler des groupes humains avant, mais comment on fait aujourd'hui? Et pour parler de ça, on aura la chance d'accueillir Gaëtan Alfonsi, qui est le directeur de R&D Production, qui organise de très grands événements sportifs, culturels, télévisuels.
et qui va nous parler effectivement de ce chamboulement que vit l'événementiel aujourd'hui et comment on peut se projeter dans l'événementiel de demain en intégrant par exemple une dimension digitale ou comment est-ce qu'on va revisiter ces éléments-là. Et on terminera notre sommet après-demain en accueillant Gladys Bézier, qui est responsable de la formation chez Paris 2024. Paris 2024, cet événement hors norme, hein, ça fait 100 ans que Paris attendait de pouvoir réorganiser les Jeux Olympiques. C'est fait, c'est maintenant dans 4 ans. Et c'est un événement, donc en fait, c'est le plus grand événement au monde en termes de chiffres. Et donc, il faut l'organiser. Vous allez voir que c'est totalement fou. On ne mesure pas tout ce que ça implique d'organiser ces Jeux Olympiques qui vont réunir des milliards de téléspectateurs, des millions de personnes sur place, des dizaines de milliers de bénévoles, de volontaires, d'équipes internes. C'est très, très impressionnant. Et il y a évidemment des grands enjeux de formation derrière avec l'innovation au cœur de ces dispositifs. Et Gladys Bézier nous partagera ça. Ça va être un moment, je pense, très, très riche à partager et très inspirant. Et donc, pour vous inscrire à ces deux événements-là, no.be/sommet. Un immense merci. Merci André, merci à tous, merci à l'équipe. Merci à l'équipe qui permet d'organiser ça et merci à vous d'avoir été là aujourd'hui au rendez-vous et rendez-vous demain. À très On vous dit bientôt. au revoir. À bientôt. Bye bye. Merci à tous.